Bonjour à tous, bienvenue dans la tribune des décideurs, chaque lundi, 12h30, 13h, pour faire le point avec les grands décideurs du monde économique et financier. En l'occurrence, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean Misrahi, le fondateur et le PDG d'Imagis. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On retrouve Robert Jules à mes côtés également, rédacteur en chef de latribune.fr sur... le site sur lequel est diffusé aussi en duplex, en multiplex. On va parler multiplex avec le métier du cinéma de Monsieur Misrahi. Mais cette émission, on commence, vous en avez l'habitude, tout de suite par la première partie consacrée aux commentaires de l'actualité. Alors, Jean Misrahi, un des faits qui a marqué la semaine écoulée, ce n'est pas vraiment un fait économique, même s'il aura sans doute peut-être une incidence sur la politique économique de ce pays, c'est l'élection à l'UMP, à la tête de l'UMP de Nicolas Sarkozy. Comment est-ce qu'un chef d'entreprise suit ça? Est-ce que ça vous intéresse, la politique? Est-ce que ça vous passionne? La politique me passionne, la chose publique me passionne. Vous êtes haut fonctionnaire, hein Non, je ne suis pas haut fonctionnaire. Vous avez été haut fonctionnaire, il y a longtemps. Pardon, oui, mais vous êtes passé par les ministères. Voilà. Et oui, non, ça me passionne. Ça me préoccupe, je dirais, plus que ça me passionne. C'est-à-dire que je trouve que notre classe politique a un petit peu du mal à comprendre les vrais problèmes de ce pays. Elle a du mal à les comprendre ou elle a du mal à les traiter? Bon, je pense que c'est un peu les deux. Je pense qu'il y a un problème dans la classe politique, c'est son manque de connaissance de l'entreprise. J'ai cru comprendre que 90% des députés en France n'avaient jamais mis les pieds en tant que salariés dans une entreprise, c'est quand même un peu ennuyeux. Et de manière plus générale, je pense que la classe politique ne comprend pas vraiment ce qu'est une entreprise. C'est vu de loin. Et du coup, beaucoup d'erreurs sont faites. Des tas de lois sont votées dans tous les sens. Et ça conduit à une espèce de maquis qui, honnêtement, pour les entreprises, est un petit peu compliqué à gérer. Et alors, sur le dossier spécifique de l'élection de Nicolas Sarkozy, de son retour éventuel, qu'est-ce que ça vous inspire? J'ai pas d'avis à donner sur le sujet. Je pense que il n'a pas obtenu le score qu'il attendait. Non, je pense que... Est-ce que c'est un échec selon vous? Enfin, avec 75%, c'est pas un échec. Franchement, je n'ai pas d'avis à donner sur le sujet. C'est pas votre sujet. Enfin, vous avez vos avis personnels, mais en tant que chef d'entreprise... J'ai un avis personnel, mais en tant que chef d'entreprise... C'est pas votre tasse de thé. Vous ne passerez pas de temps avec ça. En revanche, ça rejoint ce sujet. Il y a des patrons qui manifestent aujourd'hui. Pour la première fois, c'est une forme de mécontentement qui s'exprime notamment dans la rue, des petits patrons, moyens ou plus gros. Est-ce que vous comprenez aussi cette forme d'action patronale qui semble nouvelle? Oui, je pense qu'il y a un vrai problème. Enfin, comme je le disais, il y a un écart assez important entre la vie quotidienne du chef d'entreprise et la perception de ce qu'est l'entreprise et de ce qu'est le chef d'entreprise dans le monde politique. Ça génère des situations qui aujourd'hui sont compliquées à vivre pour un entrepreneur. Moi, il se trouve que je suis maintenant à tête d'un groupe qui est dans une grosse quinzaine de pays en Europe. Donc j'ai des bases de comparaison. Et je peux dire que la France est un pays qui a empilé des taxations, des charges, des réglementations dans des quantités telles que la vie de l'entreprise devient difficile, que ça génère des cercles vicieux. Nous, on n'a pas trop souffert parce on est une entreprise de forte croissance. On a été sur un marché qui a été un marché très dynamique. Donc on a été, je dirais, aidé par notre marché. Mais je conçois tout à fait que beaucoup de chefs d'entreprise qui sont dans des domaines plus matures, on va dire plus calmes en termes de croissance, rencontrent des grosses difficultés. Et je ne peux que m'associer à on va dire, à ce mécontentement. L'un des thèmes qui tente à monter ces derniers temps, c'est la question de la simplification. Évidemment, il y a la fiscalité, mais ce thème qui normalement a été pris par le gouvernement, puisqu'il y a un ministre en charge de cette simplification administrative, on a l'impression qu'à peine on fait un règlement, il y a plusieurs contraintes qui l'accompagnent. Alors vous, en tant qu'ancien fonctionnaire et puis patron d'entreprise, quel est votre point de vue sur cet aspect Je crois qu'on a deux principaux problèmes, enfin de mon point de vue, pour l'entreprise, en tout cas dans mon expérience de chef d'entreprise. Le premier problème, c'est le droit du travail en France, et je dirais tout ce qui tourne autour du droit du travail. Un code du travail qui fait plusieurs milliers de pages, c'est une aberration.
Il y a un certain nombre de contraintes qui génèrent en réalité des problèmes de relations dans les entreprises, de relations sociales, qui pourraient se passer beaucoup mieux qu'elles ne se passent. Et je pense que la loi induit des comportements et des attitudes qui ne vont pas dans le sens d'un bon climat. Et de manière plus générale, c'est une complexité qui, pour des PME, est absolument impossible à gérer. Pour des très grands groupes qui peuvent se payer des équipes lourdes, ils doivent probablement être, on va dire, en conformité avec la loi. Je pense qu'il n'existe pas de PME qui puisse être en conformité, ça n'existe pas. Le deuxième problème majeur, c'est que l'essentiel du revenu salarial, donc du revenu des salariés, est capté, de plus en plus capté par des charges. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une forme de consommation, on va dire la consommation sociale, qui est une consommation dont les salariés n'ont absolument pas conscience, dont ils n'ont pas la maîtrise. Et le résultat, c'est que leur salaire net, celui dont ils voient les vrais chiffres et qui arrivent sur leur compte en banque à la fin du mois, c'est un salaire qui est contraint. Ça génère des frustrations très fortes. Et donc, je pense que ce système n'est pas tenable. Alors, on le disait, hein, vous avez été haut fonctionnaire dans la première partie de votre carrière. Vous avez travaillé notamment au ministère de l'Industrie, je crois, je parle sous votre contrôle. C'était ministère de l'Industrie et le ministère des Finances. Oui. Roger Fourou, notamment. Voilà. Vous avez vécu de près cette machine administrative et politique. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre? Parce que souvent, l'argument qui est opposé, c'est de dire, bah oui, mais c'est tellement englué, on n'arrive pas à faire bouger les choses. Est-ce qu'on peut faire quand même bouger les choses? Est-ce qu'il y a des solutions? Moi, je pense qu'on peut faire bouger, c'est une question de volonté. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté politique forte et assumée? Ah, mais je pense qu'il faut, à un moment, une main forte qui décide de réformer ce pays. Et tant que les hommes et femmes de la classe politique sont plus préoccupés par leur prochaine réélection que par le bien-être du pays, on n'en sortira pas. Et on a l'impression qu'ils ne savent pas non plus, il n'y a pas de vision. Un chef d'entreprise doit avoir une vision, une stratégie pour dérouler finalement sa feuille de route. On a l'impression que ça manque un peu. À quoi ressemblera la France dans 10 ans, dans 20 ans on ne sait pas trop en fait. Parce que la classe politique française tourne sur elle-même. Elle est plus préoccupée de son avenir personnel que en fait, de l'avenir du pays. Ce n'est pas totalement vrai, il ne faut pas non plus exagérer dans ce sens-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a une classe politique qui est trop professionnelle. Et vous, l'appel de la délocalisation, est-ce que c'est des sirènes que vous entendez? Vous venez de racheter un gros acteur international basé en Belgique. Ce serait assez facile finalement de délocaliser votre entreprise? Absolument, ça serait extrêmement facile. Qu'est-ce qui vous fait résister pour l'instant? D'abord, un patriotisme qui fait que... Donc vous avez encore un espoir français, quand même. J'ai toujours un espoir. J'espère qu'il ne sera pas déçu. Pour l'instant, je suis un petit peu, on va dire, inquiet et dubitatif. En tant que chef d'entreprise, ma mission, c'est d'optimiser le développement de l'entreprise et ses résultats. Donc c'est composé entre ce souhait de maintenir une base forte en France, qui est quand même notre pays d'origine. Donc on s'est développé sur ce pays. Aujourd'hui, la France, ça représente 15% de notre chiffre d'affaires. C'est beaucoup plus que ça en termes d'emploi. Très franchement, j'aimerais qu'on reste un groupe français pendant longtemps. Et jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'on ait eu des signaux très positifs pour nous y inciter. Bon, allez, on va parler cinéma maintenant. Hein. C'est le cœur de votre activité et la migration du cinéma vers le numérique dans cette nouvelle rubrique, enfin cette deuxième rubrique, la rubrique partagée. On va partager avec vous cet amour pour ce métier du numérique. Est-ce que vous êtes aussi un amoureux du cinéma? Est-ce qu'il faut, pour faire ce métier, être un cinéphile? Je pense que c'est bien d'être un cinéphile, même si j'ai pas assez le temps d'aller au cinéma depuis quelques années, parce que cette entreprise m'a quand même, m'occupe beaucoup. Vous l'avez créée il y a 7 ans. Hein. Je l'ai créée il y a 7 ans. Moi, j'ai été un cinéphile pendant très longtemps. Je me souviens, étudiant, de passer des journées entières à passer d'une salle à l'autre pour voir des films. Donc, c'est une passion depuis toujours. Alors, on rappelle comment est née cette entreprise, Imagis, créée donc il y a 7 ans. Vous étiez le patron des labos Éclair. Ceux qui allaient beaucoup au cinéma à l'époque connaissent cette marque, Éclair, qu'on voit sur de nombreux films. C'était ceux qui fabriquaient les pellicules, finalement, que diffusaient les bobines, que diffusaient dans les salles de cinéma, les films, qui diffusaient les films, qui étaient le support. J'ai été brièvement, 2 ans et demi, le directeur général de ce groupe.
J'ai essayé de le faire migrer vers les métiers que Imagis fait aujourd'hui, avec un certain manque de succès, qui est dû à des tas de raisons. Une première raison, c'est le refus de la maison elle-même de sacrifier ces vieux métiers pour en développer de nouveaux. Et puis le fait que les actionnaires n'ont pas vraiment compris l'enjeu, je crois qu'ils l'ont regretté derrière. C'est quasiment impossible de faire migrer, il y a assez peu d'exemples réussis, on peut penser à Kodak dans la photo, Labo Éclair, c'est un exemple, il y a assez peu de la presse, hein, c'est compliqué, la musique, quand on a un business qui rapporte et qui fonctionne bien, de se dire on va se tirer une balle dans le pied, on va scier la branche sur laquelle on est assis. C'est très compliqué, c'est nécessaire. On s'est nous posé même la question au sein d'Imagis, en si peu de temps, à peine quelques années après notre création, on avait développé une activité d'acheminement de contenu par disque dur, qui marchait très très bien, hein, qui marche toujours très bien, mais on s'est rendu compte qu'à terme, l'acheminement serait par voie dématérialisée, par satellite, par ADSL, par toutes sortes de réseaux de télécommunications. On savait que rentrer dans cette voie-là, pour nous, ça voulait dire des investissements importants, ça voulait dire probablement sacrifier pendant 1 ou 2 ans des résultats, mais pour créer une activité plus importante derrière. C'est un choix qu'on a fait. C'est un choix qu'on ne regrette pas, puisque aujourd'hui, c'est une activité qui est en très fort développement. Mais il est clair que c'est accepter de, quelque part, sacrifier un petit peu de soi-même pour construire l'avenir. Alors, il faut dire quand même que vous avez un statut particulier, parce que vous êtes présent sur l'ensemble de la chaîne. Oui, complètement. On est un prestataire technique et financier, on fait les deux. Pour l'ensemble des acteurs de la chaîne cinématographique, ça va... alors, nos principaux clients sont plutôt des exploitants de cinéma et des distributeurs de films, un peu moins des producteurs de films, bien qu'on ait une activité de post-production qui fait que des producteurs sont clients chez nous. On va dire qu'on est plutôt en aval de la chaîne de valeur. Comment se porte le marché du cinéma en ce moment, en France et puis au-delà? En France, il se porte plutôt très bien, même si au niveau de la production, on a un recul cette année qui est lié à différents facteurs. L'exploitation se porte bien, les entrées sont à un niveau historiquement élevé. En moyenne générale, en Europe, on a une situation qui est plutôt stable avec une légère croissance. Des pays, évidemment, peuvent souffrir. En général, c'est lié à une crise économique très forte, comme la Grèce, l'Espagne. Parce qu'on dit que ça résiste bien, le cinéma, pendant la crise, que les gens aiment bien aller finalement au cinéma. Il y avait cette... oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Entendu ça, en tout cas. C'est vrai. Il y a un effet qui fait que en fait, les ménages sacrifient plutôt d'autres dépenses. Les gens ont quand même besoin de se distraire. Le cinéma est peu coûteux. En revanche, quand la crise est très profonde, comme en Grèce, là, ça attaque partout et ça fait souffrir. Mais vous n'êtes pas dépendant du nombre d'entrées, vous. Hein, vous êtes plutôt dépendant du nombre de salles qui exploitent des films. Est-ce qu'on ouvre encore des salles Alors, on ouvre des salles. En France, on en ouvre chaque année. On modernise, ce qui veut dire qu'on fait migrer un cinéma vers un autre endroit. Donc le marché est loin d'être mature. Le marché est loin d'être mature. On est aussi, nous, présents maintenant sur des marchés d'Europe de l'Est ou ailleurs, où en fait il y a des besoins de création de salles de cinéma, parce que ce sont des pays qui avaient un gros retard en termes d'équipement, et donc c'est pour nous un moyen de nous développer. Et là, vous venez par exemple d'ouvrir un bureau à Moscou. Le marché russe vous intéresse? Alors, on avait, via Desinex, qui est la société avec laquelle on s'est rapproché il y a 1 mois et demi. Une société très importante. Voilà, société belge. On avait un bureau à Saint-Pétersbourg, on vient d'ouvrir un bureau à Moscou, et ça fait partie, je dirais, de notre politique de développement qui va se poursuivre. Tout le monde est équipé en numérique à l'échelle européenne, parce qu'on rappelle, vous êtes le numéro 1 européen de ce métier. Est-ce que tout le monde, maintenant, toutes les salles sont équipées? Toutes non, mais la majeure partie le sont. En France, c'est pratiquement toutes. Dans les grands pays, je dirais que l'essentiel du chemin est fait. En Espagne, il y a encore des cinémas qui sont en retard pour des raisons financières. Mais grosso modo, aujourd'hui, le marché a migré. La pellicule est devenue très, très, très minoritaire. On ne tire plus de pellicule en France, c'est terminé, ou très peu, enfin, pour des besoins très spécifiques. Donc le monde est devenu numérique. Et par exemple, les États-Unis, là, vous venez de signer un contrat avec une société à Hollywood. C'est un marché sur lequel vous pensez vous développer? Alors c'est un contrat pour le marché européen. Ah d'accord. Donc, mais ceci dit, les États-Unis, c'est pour nous potentiellement un marché de... C'est pas le même système encore de distribution entre l'Europe, l'Asie, les États-Unis. c'est la même mécanique. Ouais. Ce sont des marchés très différents parce qu'ils sont structurés de manière très différente. En Europe, on a un marché local du contenu qui est assez important, c'est-à-dire que la France produit beaucoup de films, l'Allemagne produit des films, l'Italie produit des films.
Aux États-Unis, le marché est dominé par des contenus locaux, principalement ceux des 7 studios qui sont présents sur le marché. Et c'est eux qui les adressent directement aux salles. Et en plus, les salles sont très concentrées. Vous avez 3 grandes chaînes qui font plus de la moitié du chiffre d'affaires. Donc il n'y a pas un acteur comme vous sur ce marché? Il y avait un acteur comme nous qui a plutôt fait évoluer son business model vers de la distribution de films, donc plutôt orienté vers le contenu, ce qui n'est pas notre cas. Mais donc ça veut dire que le marché américain, pour vous, ce n'est pas forcément une porte à regarder? C'est une porte pour nous à regarder parce qu'on se rend compte que le marché européen est plus compétitif et du coup conduit les acteurs comme nous à développer des solutions qui n'existent pas encore là-bas. Alors, un mot sur la bourse. Vous êtes coté et vous avez aussi une approche financière. Vous avez un parcours aussi financier. Donc, vous utilisez toutes les munitions à votre disposition. Pourquoi avoir décidé d'aller en bourse? Nous sommes allés en bourse pour diverses raisons. Une première raison, c'est pour offrir à nos actionnaires financiers une sortie possible à terme. Une deuxième raison, c'était pour lever des capitaux pour notre croissance. Ça nous a d'ailleurs servi, puisque sans cette entrée en bourse, on n'aurait jamais fait l'opération des Sinex. On aurait eu du mal à faire les autres opérations qu'on a fait dans la dernière année. Donc ça a été pour nous un choix volontaire pour accélérer notre croissance. Malgré tout, c'est... Oui, Robert. Oui, pardon, mais le cours de bourse ne reflète pas tout à fait cette activité plutôt positive que vous avez. Êtes sous le cours d'introduction encore. Alors on est monté très au-dessus du cours d'introduction, puis on est redescendu cet été avec le petit coup qu'il y a eu sur les marchés boursiers. On n'est pas encore assez remonté. Je pense que le marché n'a pas encore forcément compris qu'il s'était passé quelque chose d'assez important, puisqu'on a triplé de taille en l'espace de quelques semaines. Qu'est-ce que vous dites à un investisseur qui se pose la question, est-ce que j'y vais ou pas sur Imagis? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, c'est l'occasion? Écoutez, je pense qu'on a démontré ce qu'on appelle un track record sur la société. On avait gagné le Fast 500 il y a un an. Donc on avait la plus grosse croissance européenne sur les entreprises de technologie. On vient de tripler de taille. Je pense qu'on a dans nos gènes une volonté de croître et de nous développer tout en gagnant de l'argent. C'est-à-dire qu'on a une très forte croissance rentable. Et je pense que c'est un argument, à mon avis, qui est suffisant pour s'intéresser à la valeur, en tout cas. Il n'y a plus qu'à attendre donc que les investisseurs viennent. Vous avez besoin de cette montée en bourse pour pouvoir continuer votre développement? Écoutez, à court terme, on n'en a pas besoin. Je pense que c'est bien que sur le long terme, on ait un cours de bourse qui se tienne un petit peu mieux. On n'a pas de besoin à court terme. Aujourd'hui, nous sommes financés. Vous voulez faire d'autres acquisitions? Il y en a d'autres dans le pipe? On a fait beaucoup d'acquisitions en un an. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de consolider cette phase d'acquisition. On a quand même un gros travail qui a déjà démarré, puisqu'on a déjà entamé des rationalisations, principalement en Allemagne, sur nos activités qui étaient concurrentes entre Desinex et Imagis. Alors vous avez un effectif d'à peu près 350? Aujourd'hui, on a un effectif d'à peu près 350 qui va redescendre un petit peu après nos rationalisations allemandes. Et voilà. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent si on résume finalement Comment on gagne de l'argent? Le business model. En faisant écoutez, on a plusieurs business models. On en a un qui est d'ordre financier. Donc on est un financeur de tout ce qui est équipement dans les salles de cinéma, qui est un business model qui est rentable. On a un business model de vente et d'installation d'équipements qui est également un business model rentable. On a un business model de logistique des contenus numériques, qui sont des contenus lourds. Un film, ça pèse en moyenne 200 gigaoctets, donc ça ne se transporte pas simplement en cliquant et en attendant 5 minutes. Donc pour nous, c'est un business model qui est en très fort développement. C'est là-dessus que vous misez, sur cette logistique? C'est un des business sur lesquels on investit. Et les autres Et les autres, les ventes d'équipements, pour nous, c'est devenu très important. On est devenu, je pense, un leader européen sur ce marché. Ça veut dire quoi? Que vous faites des achats auprès de... On achète des équipements auprès de fournisseurs qui sont des fabricants. Une machine Ça dépend de ce que vous voulez. Ouais. Si vous voulez le top pour une très grande salle de cinéma, on veut le top pour une très grande salle. Combien, c'est quoi? C'est quel ordre d'investissement? 1 million, 2 millions? Ah non, pour une salle de cinéma, on parle de 60 à 70 000 euros. D'accord. Pour une petite salle, on est plutôt à 40-50 000 euros. D'accord. Donc c'est des très gros vidéoprojecteurs en fait. C'est des très gros vidéoprojecteurs, voilà. Et donc c'est ça que vous vendez, que vous exploitez, que vous financez, et c'est toute cette chaîne qui vous fait gagner de la marge. En fait, complètement. Des films qui sont de plus en plus longs, on pense à Interstellar là, qui dure près de 3 heures, c'est une tendance à l'inflation de la durée des films. C'est un bon business pour vous, parce que plus ils seront gros, plus ils seront durs à transporter, même si la technologie fait grossir les tuyaux. Je ne suis pas certain qu'il y ait une tendance lourde vers des films plus longs. Interstellar, c'est un film long.
y a de tout. Il y a des films d'arrêt essai qui sont courts. On n'a pas de. Je ne pense pas qu'on soit dans un trend du film beaucoup plus long. Il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'un film en salle, c'est des recettes de billets. Plus le film est long, moins il fait de séances. Bien sûr. Moins il fait de séances, moins il récolte. Donc il y a un arbitrage. Maintenant, c'est aussi l'auteur, l'artiste qui décide de son film. Je pense qu'il y a une discussion qui doit être assez importante entre les créatifs et les financiers de chaque côté. Est-ce que le phénomène des séries, selon vous, va avoir un impact sur le cinéma? C'est une vraie question très intéressante qui est aujourd'hui qui n'est pas à l'ordre du jour. Un impact négatif donc Non. Je pense qu'il y a un impact. Il y a un impact négatif apparemment, qui est de penser que le public pourrait plutôt être attiré par des séries. Moi, je pense qu'il y a un autre impact qu'aujourd'hui on ne mesure pas, c'est à quel moment la série, d'une manière ou d'une autre, peut accéder à la salle. Et on a vu des exemples en Grande-Bretagne, par exemple, il y a un épisode de Doctor Who qui est passé en salle, ça a été un succès phénoménal. On peut s'attendre qu'il y ait des initiatives de ce genre, et il y aura, à mon avis, de même que le film passe à la télévision ou dans la VOD, on peut peut-être s'attendre à ce que la série... Parce que certaines séries en 3D, ça doit être intéressant. Et sur cette chronologie des médias, ça, vous n'avez pas une crainte là-dessus que cette évolution, finalement, si la branche des cinémas est donc indirectement la vôtre? Je pense que le cinéma gardera une place toujours à part. C'est certain que le fait d'être en avance dans la diffusion est un avantage pour la salle. Je pense que c'est un avantage qui doit rester. Mais c'est tenable parce qu'on voit aux États-Unis des films qui sortent en simultané, salle et Internet. C'est très marginal pour l'instant. C'est des films qui ont a priori une carrière pas forcément très formidable sur la salle de cinéma. C'est des distributeurs, on parle de certains films, un film coréen par exemple qui passait aux États-Unis, où le distributeur n'était pas forcément certain de rentrer dans ses fonds sur une sortie salle. Pour l'instant, c'est très marginal et je pense que la salle, on ne remplacera jamais le fait que la salle, c'est la sortie. C'est comme vous avez une cuisine chez vous, c'est pas pour ça que vous n'allez pas au restaurant. Donc le fait que vous puissiez regarder chez vous, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas sortir voir. Il y a une autre expérience. C'est d'ailleurs pour ça que les salles investissent de plus en plus dans la qualité de la projection, du son Atmos, la qualité, le 4K. Et c'est une tendance lourde où je pense que la salle de cinéma va continuer à investir pour se moderniser. Et c'est là où on a un rôle à jouer. Et la sécurité, c'est aussi un enjeu important parce que vous avez les copies finalement les plus belles entre les mains. C'est un enjeu important. C'est un enjeu auquel nous on fait très attention. On a mis en place des procédures très lourdes qui sont auditées d'ailleurs par nos clients, principalement des studios américains. Mais au-delà de ça, on a quand même des films qui sont cryptés. C'est-à-dire que le contenu est encrypté. Il ne peut pas être lu comme ça facilement. Jusqu'à ce jour, on n'a pas vu que des contenus aient été piratés à partir de fichiers cryptés. Le piratage, c'est un problème, le fait que des gens puissent comme ça regarder un streaming. Le piratage, c'est clairement un problème. C'est un détournement de valeur de la chaîne, qui d'ailleurs affecte probablement plus la vidéo que la salle. Mais c'est un problème pour le financement du film, parce que c'est clair que ça distrait de la valeur du financement du film. Alors certains prétendent qu'avec le piratage, les gens s'habituent à l'image, notamment les jeunes, et donc du coup peuvent être plus demandeurs d'images. Je pense qu'il faut être quand même il faut être plus prudent sur ce genre d'analyse. Allez, dernière partie, la rubrique J'aime. Bon, on a compris que vous aimiez le cinéma, en tout cas plus jeune, même si maintenant vous fréquentez moins les salles en tant que spectateur. Malheureusement, mais dès que le temps me sera accordé, j'y retournerai. On va voir en fait comment marchent vos installations. Qu'est-ce que vous aimez à part le cinéma donc? Qu'est-ce que j'aime à part le cinéma? Oui, dans la vie en général. Est-ce que vous avez d'autres centres d'intérêt, de passion? Mes enfants, ma famille, la musique. Quel genre? Plutôt classique. Ouais. Vous avez le temps d'aller au concert? J'ai pas non plus le temps d'aller au concert. D'ailleurs, il y a des expériences d'opéra ou de concerts qui sont diffusées dans les salles de cinéma. Absolument, ça marche très bien. Le live, en fait, c'est un relais de croissance. C'est typiquement ce que le numérique a permis de faire, ouais. qu'on ne pouvait pas faire avec la pellicule. Et ça, vous êtes présent sur ce secteur? On est présent, on fait de la diffusion en live. C'est amené à se développer, ça, ou pas?
Écoutez, pour l'instant, ça a plutôt tendance à se développer. Il y a quand même des limitations. C'est quand même un coût important pour mettre en place un contenu juste pour une séance. Donc il y a quand même une limitation liée au fait que on parle que d'une seule séance. Mais c'est un créneau, je dirais. C'est un créneau. Donc en dehors du boulot, pour vous détendre, qu'est-ce que vous aimez faire? Un sport, un hobby? Vous aimez cuisiner, que sais-je? J'aime cuisiner, j'aime la montagne, j'aime voyager. Ouais. J'aime beaucoup voyager. Le dernier voyage que vous ayez fait? Dans quel coin? Alors, en touriste, parce que... Oui, en touriste. Pas en Belgique pour le boulot. Non, c'était en Turquie le dernier professionnel. Le dernier, c'est une bonne question. Ça fait quand même un petit moment, c'était en Sicile. En Sicile. Bon, et si on revient d'un mot sur votre parcours, vous avez un parcours très éclectique. Hein. Vous avez commencé en tant que haut fonctionnaire, on l'a rappelé. Vous avez été financier, vous avez dirigé pour le compte notamment d'investisseurs des entreprises. Et maintenant, vous êtes entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Pourquoi vous avez quitté la fonction publique? Alors, pour répondre d'abord, pourquoi j'ai quitté la fonction publique? Parce que je ne supportais plus l'immobilisme. Je suis un homme d'action. Je pense être un bâtisseur. Donc je ne pouvais pas continuer dans un environnement où, pour faire avancer quelque chose, il y avait tout de suite 15 personnes qui vous tombaient dessus en disant que ce n'était pas possible. Ce qui veut dire qu'au moment où vous y êtes entré, vous pensiez que c'était là où on pouvait faire bouger les choses. Quand j'y suis entré, j'étais jeune. J'avais quand même une vision de la vie qui était biaisée par mes études. Donc je pense que j'avais pas... J'ai Félix, hein, j'ai Félix et les ponts et chaussées. Donc j'étais un cursus classique. J'étais dans le moule, on va dire. J'étais dans un certain moule, on va dire. Donc j'ai suivi le moule pendant un certain temps jusqu'à ce que le moule explose. Vous réalisiez qu'il y avait une autre vie à côté. Donc la finance, ça vous a plu, la finance? La finance, ça m'a intéressé beaucoup. Je pense que le fait d'avoir fait des mathématiques, ça aide à avoir un peu d'imagination au plan financier. J'ai beaucoup appris, notamment au contact des gens avec lesquels j'ai travaillé. Et puis, mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose parce que on ne bâtit pas en fait dans la finance, même si on peut faire des beaux groupes, mais ça reste un accompagnant. Complètement. Moi, j'avais une frustration de la. D'ailleurs, le peu de conseils financiers que j'ai fait dans cette période-là, ça s'est pas très bien passé parce que. Vous vouliez prendre les manettes. C'est un petit peu ça. Donc voilà. Donc vous aviez une âme d'entrepreneur et là vous vous épanouissez, même si c'est peut-être plus dur. C'est beaucoup plus dur en termes, on va dire physiquement, c'est très sollicitant. En termes de stress, c'est beaucoup plus important, c'est plus fort, mais c'est une satisfaction beaucoup plus importante, de fait de voir se développer une société à laquelle on s'attache. Et de très loin, c'est l'expérience qui me comble le plus. Bon, et ben donc il faut partager cette expérience avec vos petits camarades qui sont restés peut-être dans la haute fonction publique et la haute administration. S'ils sont restés, je pense qu'ils vont sortir du cul. Bon, et bien en tout cas, c'était la tribune des décideurs de Jean Misrahi. Merci à M. Misrahi de nous avoir rendu visite. Merci Robert. Et puis merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. On sera avec Cofeli Service, un des grands métiers de Suez, GDF Suez.